Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, merci tout d'abord pour l'invitation. Alors, je n'ai pas pu participer énormément donc, à la coordination du projet. Alors, j'espère être quand même dans le cadre. Alors, mon propos va principalement se centrer sur deux points, sur la notion de GRH et de RSE, et également sur la notion de RSE et de santé et bien-être au travail. Alors, je vais principalement illustrer mes propos en recourant donc à des études que j'ai pu mener sur le sujet, mais également en reprenant donc des interventions ou des propos qui ont été prêtés par des professionnels lors d'interventions, en particulier lors de tables rondes. Alors, j'ai un point de vue qui est particulier, parce que je suis donc enseignant-chercheur en management et GRH, et le développement durable a été principalement utilisé pour donner un sens fort à l'engagement des collaborateurs. Et en particulier pour avoir un développement de l'entreprise qui est en accord avec les valeurs de la société et même éventuellement être précurseur sur ces valeurs. Donc la politique de développement durable dans les entreprises, c'est un moyen à la fois de motiver, ce qui a été dit par la DRH, mais également de satisfaire les employés et de favoriser l'adoption de comportements citoyens. Voilà. Alors, depuis une vingtaine d'années, de plus en plus d'entreprises mettent en avant leurs responsabilités sociales et sociétales. Je prendrai deux exemples. Alors, il y a quelques années, j'avais invité un champion français de la performance, qui est Lafarge, à participer à une table ronde sur le sujet qui était l'éthique des affaires. Et donc j'ai un directeur qui est venu donc de Londres, spécialement pour l'intervention, et qui a expliqué que le développement durable portait sur trois piliers, qui étaient tout d'abord la protection de l'environnement, et en particulier sur le fait... Alors, donc de reboucher des carrières après les avoir exploitées, c'était un premier point. Et ensuite, sur la prise en compte du social, notamment en installant donc des villages avec des salariés qui habitaient donc à proximité et qui pouvaient travailler en toute sécurité et éviter en particulier donc les éboulements. Et un troisième point était donc la performance économique pour justement obtenir de nouvelles concessions. Et donc, ces trois points devaient évoluer conjointement pour pouvoir développer donc de nouvelles concessions dans les pays qui sont notamment pauvres, et qui ont leur seule richesse qui est tirée du sol. J'avais invité également, lors d'un cours, le directeur de la communication d'Armorlux, donc une entreprise bien connue donc en Bretagne, qui a présenté donc à nos étudiants la politique de RSE et notamment la démarche de développement durable. Alors, c'est un secteur qui est secteur du textile-habillement, qui est particulier, parce que c'est un secteur qui est très fortement risqué, notamment donc, en termes d'éthique, mais également en termes au niveau social. On parle souvent du travail des enfants, mais également environnemental pour la santé des consommateurs. Donc face à ces différents risques, la responsabilité sociale donc, de l'entreprise vise principalement à maintenir donc, les emplois donc, de qualité en France, mais également, en termes de responsabilité sociale, elle vise à maîtriser ses filières d'approvisionnement avec une approche qui était basée sur le principe de précaution. Le principe de précaution portant à la fois sur les risques produits, les risques pays, mais également donc, les risques fournisseurs. Alors, je ne parle pas de la responsabilité environnementale qui est également présentée. Mon premier point va être justement d'évoquer la notion de GRH et de RSE. Alors, je vois trois rôles de la GRH au développement donc, de la RSE. Tout d'abord, en premier lieu, les enjeux de GRH invitent à repenser donc, des pratiques de développement, invitent à repenser donc, des pratiques de GRH qui sont beaucoup plus durables. Alors, je vais prendre l'exemple d'Orange. On avait mené une étude sur un centre Orange donc à Pontivy. Alors, vous savez qu'il y a eu un procès donc l'an dernier des dirigeants d'Orange qui ont été condamnés pour avoir mis en place donc une organisation du harcèlement moral et de la souffrance au travail pour favoriser le départ de salariés. Et donc la fin du règne donc lombard a marqué une rupture entre deux politiques
une restructuration rapide avec la fermeture de centres et une mobilité géographique et fonctionnelle, et un ralentissement, avec le maintien de petits sites, notamment c'est le cas de Pontivy avec une vingtaine de salariés, avec donc des salariés qui étaient non volontaires à la mobilité, et qu'on a appelés donc des petites équipes distantes. Donc le développement durable marque bien une rupture entre deux modes de fonctionnement, à la fois donc la rapidité et à l'inverse un développement qui est beaucoup plus réfléchi, pensé, et qui associe donc le social donc, et l'économique. Donc l'entreprise, en prenant en compte ces nouvelles contraintes, qui étaient le refus de mobilité donc, des salariés, a développé de nouveaux remèdes et de nouvelles formes d'organisation qu'elle a expérimentées et qu'elle accompagne de pratiques RH qui sont renouvelées, notamment donc, la formation des salariés, l'évaluation, mais également le soutien. Et tout cela avec ce qu'ils ont appelé du télémanagement, donc des managers donc, qui se déplacent sur les sites et qui sont plus fréquemment donc, à distance et qui gèrent donc, l'équipe à travers soit le téléphone ou des moyens de communication que maîtrise largement donc, l'entreprise, mais également le télétravail en télécentre, comme celui qu'on a étudié donc, à Challans. En second lieu, la GRH doit également utiliser la RSE pour accompagner la redéfinition des missions de l'entreprise autour de valeurs et de projets créateurs de sens pour les salariés. Donc la RSE devient un outil de construction de réputation externe, de marque employeur, mais également d'attractivité à l'égard de la politique RH de l'entreprise. J'illustrerai en citant donc une start-up du secteur de l'informatique rennaise qui a développé donc un projet innovant qui consiste à développer donc de nouveaux systèmes d'informatique auprès donc d'entreprises sans changer ou rajeunir l'équipe en place. Alors que très souvent, qui dit nouveau système informatique ou dit une nouvelle équipe donc avec des salariés beaucoup plus jeunes. Donc elle propose un accompagnement des équipes, à la fois par la formation, par le tutorat, par le e-learning, et marque donc une rupture avec les pratiques qui étaient beaucoup plus anciennes et qui faisaient dire souvent aux salariés que dans l'informatique, on prend sa retraite à 40 ans. En troisième lieu, le rôle de la GRH est d'identifier donc des compétences transversales qui permettent d'intégrer donc les enjeux de responsabilité sociale dans l'ensemble de l'entreprise. Deuxième point, je traiterai du bien-être et de la santé au travail, qui est selon moi donc un enjeu majeur donc de la RSE. Dans une entreprise qui est responsable, on doit favoriser donc le social en améliorant à la fois les conditions de travail, on l'a évoqué tout à l'heure donc avec la DRH, la santé, sécurité au travail, le climat, le dialogue social, les compétences, l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc toutes ces dimensions que l'on retrouve dans le concept de qualité de vie au travail. Et les enjeux sont multiples, à la fois en termes d'image, mais également en termes de responsabilité juridique, en termes de santé physique et mentale, et donc de bien-être, mais également en termes de coûts, donc afin de les réduire. Alors, l'environnement juridique et sociétal a changé au cours des 10 ou voire 15 dernières années. Il y a eu les lois d'Arcos, ensuite avec la recrudescence donc, des RPS, donc des risques psychosociaux auprès d'entreprises telles que Renault, La Poste, Orange, puis des affaires de harcèlement sexuel. Et donc de ce fait, la qualité de vie s'est imposée donc, dans de nombreuses entreprises privées et publiques. Donc, vous savez certainement que les lois sur la prévention des risques professionnels posent un principe général de prévention. Il y a 9 principes généraux de prévention, mais également une obligation d'évaluer donc, les risques professionnels dans l'ensemble des entreprises, mais également une obligation en matière de santé au travail. Alors, il y a eu 2 évolutions importantes, 2 évolutions jurisprudentielles importantes. La Cour de cassation en 2017 a rappelé une décision d'obligation de sécurité de l'employeur qui consiste à remédier à la situation de souffrance du personnel, qui est matérialisée par des éléments objectifs de l'employé. Et s'il ne remédie pas à cette situation de souffrance, son obligation de sécurité peut être engagée.
et entraîner donc une responsabilité civile ou pénale. Deuxième évolution jurisprudentielle tout aussi récemment, donc c'était en 2016, la Cour de cassation a déclaré les méthodes de gestion, donc je vous le cite, mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent par un salarié terminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, constituait un cas de harcèlement moral. Il s'agissait en l'occurrence donc d'une prime qui était instituée près de courtiers, visant qui était calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l'intéressé pour la livraison. Cette prime a été considérée comme ayant un caractère illicite parce qu'elle faisait courir des risques aux salariés. En résumé, aujourd'hui, compte tenu de ces évolutions jurisprudentielles et des lois donc, sur la prévention des risques professionnels, l'employeur doit donc examiner à la fois les organisations, avec des organisations à risque telles que les lean management par exemple, les méthodes, mais aussi les habitudes de travail, les postures managériales, qui visent à ne pas trop stresser éventuellement les salariés, mais également les outils RH. On connaît donc les effets pervers des entretiens d'évaluation mal préparés, pour s'assurer qu'ils ne génèrent pas de souffrance au travail. Et ce contrôle doit être fait au regard de chaque salarié, puisque la souffrance, elle est par définition subjective, et de manière régulière, parce que la réaction du salarié à une même situation pour un même individu peut également varier dans le temps. Donc la tâche est immense, parce que les facteurs de risques psychosociaux sont extrêmement nombreux. Il y a un principe également majeur de la prévention, qui est le maintien donc en santé des personnes grâce à la prévention de pénibilité. Je rappelle que les entreprises ayant jugé ce principe, disons, la gestion de la pénibilité comme étant quelque chose de extrêmement compliqué et impossible, voire pour les PME, elle a été abandonnée en 2017 et aujourd'hui, il n'existe plus que dans le Code du travail une référence au risque professionnel. Donc, en conclusion, l'évolution de jurisprudentielle fait de la souffrance et du bien-être au travail l'enjeu majeur des politiques RH en matière de RSE, selon moi. Alors, je vais illustrer mon propos en présentant 3 cas d'entreprises qui sont engagées dans la RSE, en présentant des pratiques aussi différentes, mais qui associent à la fois l'économique et le social. Alors, première illustration, c'est l'entreprise Josso. C'est une entreprise qui est située dans le Morbihan et qui est une scierie qui fabrique des palettes pour le transport. Elle utilisait des scies à ruban, donc c'est un outil qui est extrêmement qui est obsolète, qui est vieillissant. Et elle a eu un projet de modernisation de son usine. Alors, au détour, la palette, c'est un produit donc, qui est écologique parce qu'il est recyclable. Alors, un des principaux déterminants ou éléments déclencheurs de la création de la nouvelle usine a été la dégradation de la santé des opérateurs. Ceci est évalué par le médecin du travail, médecin qui par la suite était médecin-chef auprès de la directe. Donc l'objectif était le maintien en emploi donc, des salariés, avec une augmentation donc, qui était disons, constatée, mais également prévue, des salariés handicapés, et dans un contexte où l'entreprise avait du mal à recruter, compte tenu de sa situation géographique. Donc les enjeux sont de 3 types, à la fois stratégiques, c'est-à-dire passer d'un stade artisanal à un stade industriel, tout en augmentant donc, la productivité, mais également technologique, en créant donc, une nouvelle machine donc, qui offre des gains de productivité, mais également humain, en maintenant des emplois et en préservant donc, la santé des salariés. Donc, donc l'entreprise a construit donc, un nouveau bâtiment pour installer ces machines et les chemins de roulement pour l'approvisionnement de la machine.
Et elle a mené ce travail avec la CRAM, qui lui a permis aussi d'améliorer les conditions de travail sur différents points, tels que les qualités acoustiques du local, l'éclairage, la sécurité des machines, la captation de poussière, la prévention des TMS. Voilà. Et l'entreprise a bénéficié d'aide pour la construction de ce bâtiment. Deuxième illustration qui concerne une restructuration qui a été étudiée dans le cadre d'un projet MIR. Donc MIR, c'est Management Innovative Restructuring in Europe, sur les restructurations donc, innovantes en Europe. On retrouve donc les cas, on en a réalisé 2, on les retrouve sur Internet si ça vous intéresse. Alors, il s'agissait de la fermeture d'une usine du groupe Saint-Gobain qui était située à Chambéry, et qui disposait donc à proximité d'une seconde usine beaucoup plus moderne dont l'activité est maintenue. Alors, ils fabriquaient des plaques électroniques, des plaques vertes, et bon, il n'y a plus de clients en Europe. L'usine en Allemagne avait été fermée, et par conséquent, ils avaient prévu l'usine américaine avait été également fermée, et les seules usines existantes étaient celles en Asie du Sud-Est. Donc, notre travail a consisté à évaluer l'impact de la restructuration sur les conditions de travail, sur la santé, le climat social et l'environnement également familial et social. Alors, la restructuration a été largement anticipée, même au point qu'il y a eu un délit d'entrave donc au CE, mais c'est quelque chose qui est très courant en France, compte tenu que les entreprises ont peur donc au blocage, aux grèves, et prennent donc la décision, souvent dans le cadre de task force à l'étranger, voilà, avec une équipe de 10 ou 15 personnes. Pour rappel, Chambéry, le maire, c'est Royer, qui était un ministre de l'Industrie, et le président de Saint-Gobain connaît bien le Royer, c'est Jean-Louis Beffa, et donc il y a eu un respect également entre eux, et il y avait une confiance qui est importante aussi dans le cadre des restructurations. Alors, malgré donc cette anticipation, les conditions de travail se sont dégradées dans les deux sites, alors pour des raisons différentes. Donc l'usine qui ferme, les conditions de travail étaient forcément difficiles, compte tenu que les salariés étaient moins nombreux, qu'ils travaillaient, quand on veut faire mourir une usine, on recourt à des intérimaires, mais également les salariés vivaient des problèmes psychologiques nombreux, compte tenu qu'ils voyaient leurs machines partir donc à l'étranger. Et dans l'usine plus moderne, les salariés angoissaient par peur de craindre que les salariés de l'usine qui fermait et qui arrivaient dans cette usine plus moderne leur prennent leur poste, qu'ils pensaient briguer. Les salariés qui ont été reclassés n'ont pas été davantage formés. Ils avaient la même formation que les intérimaires, alors même qu'ils étaient dans une usine beaucoup plus obsolète et qu'ils étaient transférés dans une usine avec un niveau de technologie beaucoup plus important. Donc, si l'accord de méthode et le triptyque gagnant de cette restructuration, ou gagnant-gagnant de cette restructuration, qui est à la fois la culture forte chez Saint-Gobain, mais également les hommes, des hommes à la fois intelligents qui connaissent bien l'entreprise et qui se respectent, mais également donc, la structure d'accompagnement qui est Saint-Gobain Développement. Donc si ceci a permis une bonne gestion quantitative de la restructuration, comme très souvent la gestion qualitative est très mitigée au regard de la dégradation des conditions de travail qu'on a pu constater. Troisième illustration, je reviens sur une entreprise donc, du territoire. Il s'agit donc du télétravail au Conseil général du Finistère. Nous avions mené donc, une étude aussi d'évaluation auprès des managers, auprès des télétravailleurs et des collaborateurs et des salariés travaillant avec donc, des télétravailleurs. Alors, le télétravail a démarré avec une expérimentation auprès de 29 agents volontaires. Ils étaient retenus sur le critère de la distance, domicile-travail, et donc de l'éloignement.
Et ensuite, l'expérimentation a été étendue à 9 directions, qui étaient volontaires. Et ensuite, c'était généralisé aux autres directions à partir de 2012. Donc le télétravail constitue donc une modalité d'organisation pour les agents administratifs qui sont au nombre de 1700. Et à l'époque, comme à peu près aujourd'hui, le Conseil général du Finistère compte 150, 160 télétravailleurs. Alors, les collectivités territoriales et le Conseil général du Finistère, qui a été pionnier dans le domaine, développent le télétravail et l'inscrivent dans une démarche de développement durable à travers la question des déplacements domicile-travail. Donc ceci est placé dans le cadre, à l'époque, de l'agenda 21. Donc les enjeux sont tout d'abord environnementaux, mais également motivationnels et humains, avec l'amélioration de la qualité de vie des agents, une meilleure conciliation vie personnelle et vie professionnelle, et des conditions de travail améliorées. Alors, chez soi, souvent, on est davantage donc, au calme. On peut être plus concentré lorsque les travaux l'exigent. Et on a souvent moins d'interruptions du fait qui peuvent être causées par des agents au bureau. Mais également, ça constitue donc un gain financier du fait donc, des économies de carburant. Mais il s'agit également d'un changement culturel pour les managers qui perdent le contrôle sur leurs collaborateurs. Et ça peut aussi constituer pour certains des opportunités, et notamment lorsque les salariés sont autonomes, ça peut être l'occasion de mettre en place donc, des suivis d'indicateurs, une planification, des plannings, et ça a été le cas avec les informaticiens, alors même que précédemment, ils refusaient ce type d'outils de contrôle. Donc le défi du télétravail réside dans un juste équilibre entre à la fois la sécurité des travailleurs et notamment le risque de travail sans fin ou le risque de travail par débordement, mais également la flexibilité du travail avec la possibilité de choisir donc, ces temps de travail, mais également la possibilité de réversibilité du télétravail, mais aussi un management qui doit gérer ces risques, ce qui peut être aussi envisagé comme une surcharge. Alors, le télétravail va favoriser l'attractivité des métiers, notamment des métiers qui peuvent être en tension. C'est le cas ça peut être le cas, par exemple, des informaticiens, qui souvent étaient recrutés dans une zone géographique plus large, en particulier sur Nantes, et ça leur permet une certaine souplesse dans l'organisation de leur temps de travail. Le télétravail peut permettre aussi de rendre la fonction publique plus attractive, notamment la fonction publique territoriale. Alors, je pourrais également parler des accords GPEC, des pratiques de sécurisation de parcours professionnel, de la GPEC territoriale, qui est une spécialité du master GRH que nous proposons, mais également du mécénat, de congés solidaires et de la lutte contre les discriminations, l'égalité homme-femme, sujet qui a donné lieu donc, à une étude auprès de la Directe Bretagne. Alors, que retenir de ces cas en quelques mots? Alors, ce sont des exemples d'innovation qui ont donné lieu à de l'expérimentation, à de l'évaluation, pour une transparence, mais également une fiabilité des informations qui sont diffusées. Donc ce sont des pratiques qui ont été reconnues comme innovantes. L'entreprise Geusseau a obtenu donc un prix de santé-sécurité européen. C'est également le cas du Conseil général du Finistère, qui a obtenu donc un prix. Donc la RSE permet d'envisager des ruptures entre des modes de management et des pratiques durables. On l'a vu notamment avec Orange et le nouveau contrat social suite au départ donc, du président Lombard. Mais les RSE offrent aussi de nouvelles opportunités aux managers, comme j'ai pu l'illustrer avec le Conseil général du Finistère, qui, avec les managers ont pu fixer des objectifs à leurs collaborateurs. Alors, en conclusion, et pour reprendre donc, la question qui était posée, quel est l'intérêt d'intégrer cette dimension sociale dans les enseignements à l'université? Je ferai référence au rapport d'Ab, donc chercheur au CNAM et docteur, qui précise que tout étudiant
donc d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, doit suivre une formation à la SST au cours de son cursus de formation afin de mieux intégrer les problématiques de santé au travail. Et c'est ce qu'on avait fait avec certains collègues donc de l'IUT pour alors, des formations notamment à Rennes, mais on l'a également utilisé auprès de nos étudiants. Donc le but était de prévenir les problématiques de santé au travail, car, et ça sera mon mot de la fin, l'homme est au cœur des organisations. Merci.